Merci à vous de venir si nombreux. Je ne s'y attendais pas, mais donc j'ai poussé les murs. Donc je remercie aussi la puissance invitante. Ça aurait été dommage que la moitié des gens repartent. Je veux remercier Genève Non Conforme qui a organisé cette conférence. On m'avait dit d'ailleurs, fais attention quand même, ils ont mauvaise réputation. Tu n'aurais peut-être pas accepté, alors j'aurais fait remarquer quand même que Ahmadinejad, Forisson, Dieudonné, Soral, je suis dans le top. Je vais passer devant Le Pen maintenant chez les diabolisés. Donc, j'allais quand même pas refuser de venir parler aux côtés de Genève Non Conforme sous prétexte qu'ils ont mauvaise réputation. Je pense que maintenant avoir mauvaise réputation, c'est plutôt la preuve d'une réputation respectable. Voilà. Donc, je veux les remercier et dire que leur réputation ne me pose pas de problème. Je juge, comment dirais-je, sur pièce, je juge aux actes. Alors, je pense que les gens qui sont ici me connaissent déjà. Je pense que pas mal de gens ont lu mon bouquin Comprendre l'Empire, qui justifie cette conférence. Je pense que pas mal de gens aussi suivent mes vidéos, vont sur le site Égalité et Réconciliation. Ce qui veut dire que je pense que les 3/4 des gens ici savent de quoi je vais parler, ce que je vais dire. Donc je ne vais pas faire un long monologue où je vais répéter, des choses que vous avez déjà entendues 20 fois. J'ai envie de faire d'improviser un peu, parce qu'en fonction des événements quotidiens, j'ai regardé par exemple à l'hôtel où j'étais, j'ai regardé France 24 ce matin, ce qui était assez intéressant. J'ai vu aussi ce qui s'était passé, c'est peut-être comme ça que je vais commencer, parce que c'est bien d'aller du particulier au général. Au départ, on avait nos camarades qui nous invitent, et qui sont un groupe de jeunes avec peu de moyens, avaient demandé et obtenu une salle à l'université de Genève, je pense que vous êtes au courant, plus ou moins. Et bien sûr, ça avait été accepté, parce qu'on a même lu d'ailleurs le papier, comme quoi il y avait un avis favorable. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, disant finalement c'est une erreur, il n'y a pas de salle pour vous. Donc voilà, c'est des choses qui se répètent assez souvent. En France, c'est systématique. Moi, je remarque qu'en Suisse, enfin à Genève, parce que Genève, c'est peut-être pas toute la Suisse, ben, je constate que c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, des étudiants, des jeunes m'invitent à venir parler, parce que j'écris des bouquins, il y a une raison de m'inviter. Et puis assez rapidement, ça se bloque et on n'a pas de salle. Quoi, voilà. Si on est là aujourd'hui, d'ailleurs je remercie aussi l'hôtel qui nous accueille contre rémunération, mais qui nous accueille quand même. Je crois que les camarades ont beaucoup souffert pour trouver une salle. On remarque qu'il devient très difficile de pouvoir simplement parler, s'exprimer. On en est plus au stade où on nous apporte la contradiction. En général, on nous empêche de parler sous prétexte de, en général, c'est lutte antifasciste, c'est-à-dire l'antifasciste consistant aujourd'hui à empêcher quelqu'un de parler, à le menacer. Donc ça, c'est un constat. En fait, je me suis renseigné. Il semblerait qu'au départ, on avait la salle, et puis que les associations communautaires ont fait pression pour que la salle soit refusée. Et les gens de l'université, c'est un peu toujours le même mécanisme. Au lieu de dire, voilà, il y a des pressions, on vous retire la salle parce qu'on se sent un peu menacé sur la sellette. Vous dites en général que c'est une erreur administrative. Il y a toujours un mélange de mensonge, lâcheté. C'est ça qui est très déprimant, c'est que c'est toujours pression de tout petits groupes en général qui ne représentent qu'eux-mêmes et parfois même pas eux-mêmes. Pression, et derrière soumission, mensonge, lâcheté. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que le fait que je n'ai pas pu parler à l'université est dû en partie à l'oppression d'une association communautaire qui s'appellerait la CICAD, je crois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a la même chose en France. Je suis allé voir leur site, pareil, c'est assez explicite. On voit la défense inconditionnelle d'un pays du Moyen-Orient qui démontre en permanence son antifascisme militant qui s'appelle Israël. Après, on a un lien mécanique qui est fait avec une période sombre de l'histoire, comme si l'un avait généré l'autre, ce qui est un peu déjà plus qu'une demi-malhonnêteté. Puis après, on a un truc sur les agressions, et on a l'impression qu'en Suisse, aujourd'hui, des gens rasent les murs et sont agressés en permanence.
on a là la démonstration, simplement par une page d'accueil d'un site, d'un système de pression, de domination, de manipulation par le mensonge relatif, l'abus, la pression qui est assez pénible, assez malsain, et voilà, je l'ai subi et nous l'avons subi une fois plus, comme nous le subissons en France. Voilà. Donc on a réussi à se replier ici. On est aussi très nombreux sans doute pour ça, parce qu'il y a eu un petit buzz grâce à ça, parce qu'il y a eu quelque chose qui ne se serait pas passé en France, c'est qu'il y a eu un élu local qui a trouvé anormal que je ne puisse pas m'exprimer. Je vous garantis qu'en France, personne n'aurait jamais osé faire ce genre de remarques, donc ça prouve que la Suisse est encore un pays un peu plus indépendant et courageux que la France. Sans doute tout ça est lié à la notion d'empire et de position par rapport à la domination impériale. Il y a eu d'ailleurs, je vais amener là un contre, parce que je dirais sur ce sujet, un contre-article qui a été fait après, parce que la presse suisse n'a pas été très méchante avec moi, j'ai remarqué, parce que j'ai vraiment l'habitude de traitements horribles en France. Moi, Dieudonné et d'autres, on est vraiment traités à chaque fois comme si on était des réincarnations d'Adolf Hitler. J'ai amené est-ce que je l'ai apporté parce que c'était assez intéressant. Je l'ai fait pour la prochaine vidéo du mois. Hein. C'était l'article en question. Et après, en fait, comme il y a eu des protestations et des gens qui ont trouvé que c'était pas très normal de ne pas laisser exprimer à l'université, alors que le Hamas avait le droit de s'exprimer à l'université quelques jours avant. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur l'échelle de la diabolisation et de la menace, je suis au-dessus du Hamas. Et là, on a un exemple, parce que j'aime bien rebondir sur le concret, le réel. On a finalement, pour clore le débat, quelqu'un qui est involontaire, il s'appelle Michel Odetta, je ne sais pas s'il est là. Non. Qui est comme je l'ai dit, un journaliste aujourd'hui est soit un chômeur, soit une pute. Lui, il travaille. Je n'ai pas besoin de vous dire plus loin ce que j'en pense. Voilà. Et voilà, et alors lui, il a fini le boulot, comme on dit. Donc c'est Alain Soral, gaucho, macho à la dérive. Vous voyez. Alors ce qui est marrant, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à aucun moment on parle de politique, d'idées, de concepts, de ce que j'ai pu faire ou écrire. C'est je suis un paumé, un pauvre type, j'aime pas les homosexuels. Enfin, on est toujours dans le psychologisme, et c'est de l'injure, quoi. Et voilà, je suis un paumé, un pauvre type, pas drôle, j'ai pas de public. Si c'est marrant, c'est dire plus personne ne m'écouter, et tant mieux. Alors c'est marrant, c'est Alain Soral ne s'exprimera donc pas à l'université de Genève, qui a refusé de l'accueillir. Je ne sais pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais les propos de cet expert en provocation sont souvent dénoncés, quoi, à juste titre. Le type, on sent qu'il sait qu'il y a un œil qui le regarde et qu'il faut qu'il fasse le travail jusqu'au bout, quoi. Hein. Et après il dit, mais on devrait aussi réfléchir à ce que son itinéraire politique révèle. Il a fait un article de 3 colonnes, mais il ne l'a pas fait, ça. On ne sait pas ce que ça révèle, à part que je suis un abruti, et donc vous êtes tous des abrutis, par conséquent, pour venir écouter un abruti. Ouais. Hein, voilà. Et alors, le type m'insulte sur 3 colonnes, hein, et à la fin il dit, mais on devrait se garder de trop diaboliser Alain Soral, ce qui revient à lui servir la soupe. Et ben, connard, fallait pas se prendre un article de 3 colonnes, parce qu'effectivement, c'est ce que tu viens de faire. Voilà. Tout est comme ça, je veux dire, c'est pour ça que moi je m'entends bien avec Dieudonné, parce que je pense qu'aujourd'hui on est plus passé dans le combat politique, c'est tellement au-delà de tout ce qui est acceptable et respectable que c'est devenu drôle. Voilà, alors des fois ça peut même être drôle et triste, mais il y a quand même une dimension très très comique aujourd'hui dans cette espèce de dernier lambeau d'effondrement de ce qui a pu être le combat antifasciste authentique. Du temps où il y avait des fascistes. Mais après, on est passé d'un combat antifasciste sans fasciste à un combat antifasciste où les antifascistes ont tous les stigmates et les comportements des fascistes, alors qu'en face, on a des Africains, des Métis, des militants de la cause palestinienne, qu'on essaie tous de déguiser en ordre noir de la SS. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieudonné a poussé l'humour jusqu'au bout, en se grimant lui-même en Asie pour montrer que s'il y avait quand même quelque chose de très comique. Et en face, on a ce système
si on veut faire un peu d'analyse, qui est des minorités agissantes qui se font passer pour des minorités opprimées, ce qui est très ambigu, qui finalement passent leur temps à diaboliser et à insulter des gens qui sont, on va dire, plutôt de la majorité silencieuse, c'est-à-dire qui en étant le plus grand nombre, finalement, ne sont rien, ne sont que des individus, par des réductions ad hitlerum de plus en plus ridicules. Parce que moi, c'est crédible, parce que malheureusement, je suis chauve, mais pour des raisons de testostérone. Je suis viril, donc j'ai perdu mes cheveux assez jeune. Et j'ai les yeux bleus, donc moi, on peut facilement me nazifier, mais quand on voit des camarades combattants pro-palestiniens qui, eux, sont d'authentiques sémites, qui ne viennent pas d'Europe de l'Est, on les traite quand même de nazis. Dieudonné est devenu aujourd'hui, c'est Bernard Lévy qui avait dit que c'était le fils naturel de Jean-Marie Le Pen. Depuis, il est monté d'un cran, c'est même pas Jean-Marie Le Pen, c'est Adolf Hitler. On est effectivement dans des espèces de constructions totalement inversées qui sont drôles et qui, ça me rassure quand je vous vois, ne marchent plus en réalité en dehors du monde de ce que Debord appelle le spectacle, c'est-à-dire ce monde entièrement verrouillé de la domination. Puisque je vous garantis que si aujourd'hui il y avait une conférence de Michel Odetta, je vais le redire parce que lui, sur la lutte contre le fascisme national, il y aurait 3 personnes qui viendraient pour lui. Voilà, et là, effectivement, s'il est là d'ailleurs, ce serait bien qu'il se montre, j'irai lui parler après en privé, lui expliquer ce que c'est que ma conception de la déontologie journalistique. Et il serait assommé de voir qu'il y a du monde et qu'il n'y a pas que des nazis. Et que les gens ont un QI en réalité plutôt supérieur à la moyenne des gens qui consomment du média de masse. Donc tout ça est assez drôle. Et d'ailleurs, si je retrouve mes notes, pour résumer ça, pour m'amuser, j'ai trouvé ces 2 citations qui résument bien la situation actuelle. Alors je vais vous lire 2 citations sans vous dire de qui elles sont, et je vous dirai après de qui elles sont. C'est un... J'aime bien maintenant être dans la pédagogie amusante. Les Blancs ont toutefois apporté quelque chose à ces peuples colonisés, le pire qu'ils puissent leur apporter, les plaies du monde qui est le nôtre, le matérialisme, le fanatisme, l'alcoolisme et la syphilis. Pour le reste, ce que ces peuples possédaient en propre étant supérieur à ce que nous pouvions leur donner, ils sont demeurés eux-mêmes. Une seule réussite à l'actif des colonisateurs, ils ont partout suscité la haine. Cette haine qui pousse tous ces peuples, réveillés par nous de leur sommeil, à nous chasser. Il semble même qu'ils ne se soient réveillés que pour cela. Voilà, très belle phrase anticolonialiste. Après, j'en ai une autre, d'un autre genre. Hitler était un génie militaire inégalé. Le nazisme a fait passer l'Allemagne d'un bas niveau à un niveau physique et idéologique fantastique. Les jeunes locteux ont été transformés dans une catégorie propre et ordonnée de la société, et l'Allemagne a disposé d'un régime exemplaire, d'un système de justice adéquat et de l'ordre public. Hitler aimait la bonne musique, il pouvait peindre, les nazis n'étaient pas une bande de voyous. Alors la première citation sur le colonialisme est tirée du testament politique d'Adolf Hitler, noté par Martin Bormann, préface de Trevor Roper, édition Fayard 1957. 59, excusez-moi. Voilà, donc ce qui veut dire d'ailleurs que cette phrase Hitler très peu connue pouvait sortir dans un livre édité chez Fayard, qui est un éditeur français qui a pignon sur rue, en 1959. Pour vous dire comme le climat s'est dégradé aujourd'hui. Alors plus la guerre s'éloigne, on pourrait analyser calmement la situation. Or plus ces temps de violence s'éloignent, plus l'hystérie augmente. C'est ça qu'il faut comprendre. La deuxième phrase sur le génie d'Hitler, etc., est une citation de M. Moshe Feiglin, donnée au quotidien israélien Haaretz. Et ce monsieur Feiglin a obtenu le 31 janvier dernier 23% des voix, soit près d'un quart des suffrages aux élections internes pour la direction du Likoud, parti majoritaire et au pouvoir en Israël. Voilà. Donc là, vous avez 2 citations qui vous situent bien l'inversion des valeurs à 180 degrés que nous vivons actuellement et qui fait que c'est tellement énorme et tellement violent que ça produit un effet comique certain. Voilà. Hein, et que je pense que la meilleure chose que nous devons faire, c'est en rire, parce qu'il serait même assez maladroit finalement à la venue d'en être agacé. Voilà, nous vivons une époque comique, mais au sens, je pense, shakespearien du terme. Voilà. Donc, j'ai fini sur cette petite introduction pédagogique. Tout ça s'explique quand même, si je veux me raccorder à ma conférence de base, avec quand même
un processus global, ce n'est pas une succession de hasards et d'accidents, que j'appelle moi l'Empire, qui ne se réduit pas à l'Empire tel que le décrivent les marxistes, hein, c'est-à-dire le processus impérialiste qui est la dérive de l'accumulation capitaliste. C'est pas que ça. C'est pas non plus la définition classique de l'Empire qui est bon, une nation qui s'étend, qui prend le pouvoir sur d'autres nations. C'est quelque chose en fait d'assez spécifique et qui correspond à ce que nos maîtres appellent eux-mêmes le nouvel ordre mondial et le désir et la volonté d'aller vers un gouvernement mondial unifié. Et qui nous est présenté comme quelque chose d'inéluctable, de logique et de bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. C'est une question importante parce que si c'était réellement profitable à l'ensemble de l'humanité, je ne vois pas pourquoi il y aurait forcément de raison a priori d'être contre. Et ce processus impérial qui comment dirais-je, est dénoncé par des intellectuels et des gens considérés comme un peu farfelus depuis des années, et qu'on traitait il y a encore quelques années de théorie du complot, aujourd'hui le projet officiel et permanent de nos dirigeants. Ils en parlent tous, ils le revendiquent tous, ils nous le promettent tous, ils disent d'ailleurs qu'ils iront à marche forcée d'une manière ou d'une autre, et on ne peut plus douter de cette volonté, de ce processus d'unification mondialiste sous un seul gouvernement. Voilà. Et la question est de savoir, en gros, quels sont les moteurs de la vision du monde, le moteur, comment s'accomplit ce processus. Et après, quand on comprend ce processus, qui est un processus de domination impériale, ça nous donne les moyens, à mon avis, de comprendre qui résiste et qui se soumet à ce processus, et de pouvoir juger de situations très complexes qu'on ne peut juger, à mon avis, sérieusement qu'à partir de ce point de vue, de ce prisme, notamment si on parle de la question syrienne actuelle, de la question libyenne il y a quelque temps, de la question très complexe des différents courants qui s'opposent à l'intérieur du monde, lui-même très complexe musulman, et de la question aussi des politiques intérieures de nos propres pays et gouvernements. La Suisse étant d'ailleurs un pays dont je ne peux pas parler en spécialiste, mais qui est très à part, parce que la Suisse, contrairement à la France, n'est pas dans l'Union européenne, et a encore un petit statut de nation indépendante, même si c'est renié de manière subtile et chaque jour un peu plus, idéologiquement et techniquement. Mais c'est ce processus qu'il faut comprendre. Donc moi, j'ai fait beaucoup de boulot déjà là-dessus. Je pense que vous connaissez pas mal de conférences sur ce sujet. Et j'essaie d'aller au plus simple. Et je me dis, à quoi peut-on résumer ce processus impérial? Déjà, il correspond à une vision du monde qui est, en fait, je le dis aujourd'hui calmement, c'est la vision de l'Ancien Testament. C'est ce qui est promis dans l'Ancien Testament tel que le lisent, on va dire, les protestants et les juifs, puisqu'en fait, l'Ancien Testament se lit différemment, selon qu'on soit catholique, protestant, et dans le protestantisme, sans doute, avec des variations très importantes entre un luthérien, je veux dire, stricto sensu, et un néoconservateur américain, ça change énormément, c'est une situation complexe. Et aussi, tel que le lit un juif, sachant que c'est le Talmud qui nous dit comment vous devez lire l'Ancien Testament, qu'on appelle nous le Pentateuque, qu'on appelle la Torah, qui est une compilation de 5 textes, sur lesquels je ne digresserai pas. Certains pensent que c'est Dieu qui l'a écrit, s'ils sont religieux, d'autres pensent que c'est des hommes, que ça a été écrit plusieurs fois, que c'est plus ou moins apocryphe, traduit, retraduit. C'est pour ça que, n'étant pas religieux et sachant qu'on ne rentre pas dans les débats théologiques avec l'arme du logos, ce qui ne veut pas dire grand-chose, après c'est des questions de croyance, moi je reste un peu extérieur à tout ça, et je me dis quand même, il y a aujourd'hui dans le processus impérial un fondement qu'on peut aller chercher, si on va chercher au plus profond, qui est l'Ancien Testament, et qui est partagé globalement, on va dire, par les juifs et les protestants, ce qui veut dire que ne sont pas dans ce projet strictement les catholiques qui sont plutôt sur les évangiles. Ça c'est une distinction que les Suisses peuvent faire assez facilement, puisqu'il y a des protestants et des catholiques. Mais dans d'autres sphères, les gens sont tellement aujourd'hui déchristianisés que quand on leur dit chrétien, ils peuvent mélanger, comment dirais-je, les lefévristes catholiques et on va dire les néoconservateurs, les évangélistes américains, ce qui n'a strictement pas plus de rapport que si on compare aujourd'hui, je dirais, le chiisme du Hezbollah et l'islam du Qatar, vous voyez, c'est à peu près aussi divers.
C'est important d'admettre la diversité du monde chrétien comme on admet la diversité du monde musulman, parce que dès que vous avez admis cette diversité, cette complexité, la stratégie du choc de civilisation s'effondre immédiatement. Il ne peut pas y avoir un monde chrétien uni contre un monde musulman uni, ça n'existe pas, parce que les chrétiens n'ont jamais été unis et les musulmans non plus. Voilà. Donc en réalité, c'est une partie des chrétiens alliés à une partie des musulmans contre une autre partie des chrétiens alliés à une autre partie des musulmans, avec des juifs aussi qui sont dans tout ça, des Chinois qui regardent, qui eux sont un empire qui est très intéressant car c'est un empire qui est en train de montrer sa puissance et qui ne fonctionne pas sur les religions. C'est le seul empire, je crois, religieux de la planète. Hein. Les valeurs de la Chine sont essentiellement des sagesses. Hein. Ça ne fonctionne pas sur des religions révélées. Donc là, ça peut marcher aussi sans religion révélée. Il y a le monde chinois qui est un peu en dehors, et le monde indien, enfin des Indes, qui est un système de caste, qui est aussi un autre monde. Donc on est quand même là dans ce combat impérial compliqué, se situe quand même à l'intérieur de ce que j'appelle moi la sphère abrahamique post-méditerranéenne, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'histoire de la Méditerranée, avec trois religions monothéistes qui à la fois ont le même substrat et donc s'engueulent, et je ferai qu'on s'engueule d'autant plus fort qu'on a les mêmes bases, hein, puisqu'on n'est pas... on n'est pas dans l'exotisme ou l'exogène, on est dans le combat à partir des mêmes bases, ce qui est toujours le combat le plus violent, comme de dire que les plus grandes haines sont dans les familles. Vous voyez, pour haïr quelqu'un, il faut le connaître et finalement partager beaucoup. Il faut être d'accord sur les prémices et s'engueuler sur les conclusions, d'une certaine manière. Ce qui fait qu'effectivement, la question à poser, c'est comment le monde chinois ou le monde indien des Indes voit, comment dirais-je, cette espèce de combat interne à l'intérieur du monde monothéiste, parce qu'en réalité, c'est ce dont nous parlons en ce moment, ce processus impérial, qui est un processus de domination et de résistance, se passe essentiellement à l'intérieur du monde monothéiste abrahamique. Voilà ce qui est intéressant. Donc nous avons cette vision du monde, effectivement, qui est ce que j'appelle le monde judéo-protestant de l'Ancien Testament, qui est, si on prend, comment dirais-je, le messianisme, le prophétisme juif ou américain, est quand même une vision, comme le disait De Gaulle, de peuple sûr de lui et dominateur, que ce soit les Américains du Mayflower ou les Juifs qui sont aujourd'hui sur leur idéologie dominante, que j'appelle le judaïsme talmudo-sioniste, parce qu'en fait, n'étant pas essentialiste et religieux, je crois que les religions évoluent doucement selon les périodes et s'adaptent, et qu'il y a plusieurs judaïsmes selon les époques, et ce qui est intéressant, c'est de juger du judaïsme d'aujourd'hui comme de juger du protestantisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire le protestantisme qui est au cœur de l'idéologie de domination américaine, est un certain protestantisme qui n'est pas le luthérianisme ou le calvinisme, mais ce qu'on appelle la pensée, on va dire, néo-évangélique américaine, et qui s'accorde très bien avec le judaïsme que j'appelle talmudo-sioniste, qui est aussi un judaïsme qui ne peut pas se penser au XVIIIe siècle, à mon avis, qui ne peut se comprendre qu'à partir de l'émancipation des Juifs d'Europe, des Juifs des Lumières, puis de la contre-offensive sioniste, qui est une réaction au judaïsme des Lumières, il faut bien le comprendre, qui ne peut se comprendre géopolitiquement qu'après la déclaration Balfour, etc., qu'après effectivement cet événement que certains appellent magique, qui est le fait qu'après 2000 ans, l'Israël rêvé, l'année prochaine à Jérusalem, existe à nouveau. Donc on est dans ce monde-là, nous avons effectivement une convergence de deux groupes humains qui se fondent sur ce que j'appelle moi un système de valeurs, une idéologie, mais qui pour eux est une religion révélée, et qui sont deux peuples qui sont messianiques et comment dirais-je, et dominateurs, et qui veulent soit par le libéralisme de marché, soit au nom d'une révélation et d'une élection, imposer leur vision au monde, qui, si on creuse un peu plus, et c'est là où on voit que l'Empire a plusieurs articulations, est une domination qui s'accomplit par le processus bancaire. Hein, il faut bien le comprendre. Hein, en essayant d'aller au plus simple, à force de travailler, je me dis aujourd'hui que le processus impérial est la coalition de deux alliés, une coalition judéo-protestante qui se retrouve sur l'Ancien Testament, et qui sont finalement le collage de deux puissances, qui est la puissance militaire anglo-saxonne, c'est-à-dire cette tradition de violence qui nous vient, si je dirais, des Anglais, et qui culmine aujourd'hui vers le lobby militaro-industriel américain, c'est-à-dire cette puissance militaire qu'ont les Américains, qui est d'ailleurs la seule puissance, c'est le seul domaine où ils restent supérieurs au reste du monde, d'où leur tentative d'en abuser, puisque c'est la seule force réelle qui leur reste,
qui est couplé à un autre système de domination qui s'appelle le système bancaire, que je définis dans mon bouquin, qui est assez difficile à définir, car la seule chose qu'on n'étudie pas quand on va à l'école, c'est on ne nous apprend pas ce qui permet de comprendre la domination. En fait, quelque chose qu'on n'apprend jamais, c'est ce que c'est que la monnaie et ce que c'est que la logique de la domination par le système du prêt à intérêt et cette espèce de fiction et d'escroquerie qui s'appelle la stratégie de la dette. Alors là, c'est pareil pour ceux qui vont sur Internet, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont arrivés ici par hasard en se trompant de salle, parce qu'il y a l'anniversaire d'un petit garçon à côté, ont vu les vidéos de Paul Grignon sur l'argent-dette, se sont intéressés aux travaux que nous diffusons à travers notre librairie Contre-Culture, sur le bouquin de Stash Mullins sur l'histoire de la réserve fédérale. Nous sommes assez fiers, nous et d'autres, d'avoir aidé à diffuser ces idées qui sont fondamentales, de comprendre ce que c'est que la stratégie de domination par le prêt et le prêt forcé, qui est, voilà, je te tiens parce que tu me dois de l'argent, et je t'oblige à m'emprunter de l'argent, et je veux que tu m'en doives toujours. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'Empire, pour amener la définition simple, c'est cette double pression et ce double pouvoir, c'est tu dois absolument être endetté auprès de ma banque, et si tu n'es pas d'accord pour être endetté, je te fais casser la gueule par l'armée américaine. Si on a fait Sciences Po normalement et qu'on est honnête et qu'on a un cerveau qui marche bien, au bout de 3 ans, on arrive à cette phrase très courte et limpide. La domination impériale, c'est ça, le pouvoir mondial, c'est ça, c'est l'alliance de la banque, c'est la Wall Street, qui renvoie, selon Attali, au génie juif, c'est pas moi qui le dis, mais par contre, il n'y a que lui qui a le droit de le dire. Là, je renvoie pareil aux travaux de Sombart, qui ont été un peu masqués par les travaux de Weber. On a beaucoup poussé Weber et son éthique protestante du capitalisme pour cacher les travaux de Sombart, qui disait qu'avant d'être protestant, le capitalisme était d'abord juif. Et là, ça permet de faire une petite remarque. Effectivement, selon quelqu'un qui savait très bien de quoi il parlait, qui était Henry Ford, il y a dans l'intérieur du capitalisme, effectivement, un capitalisme plutôt entrepreneurial et frugal qui serait d'inspiration protestante et que les Suisses connaissent assez bien, car ils correspondent un peu à leur idiosyncrasie historique. Et puis il y aurait un capitalisme plus comprador et spéculatif qui serait plus juif. Voilà, celui dont parle plutôt Sombart. Ce qui est sûr, c'est que ces deux capitalismes ont marché ensemble et qu'aujourd'hui, l'un est en train de prendre le pouvoir sur l'autre pour des raisons déjà de logique interne au capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme est essentiellement financier, hautement spéculatif et antiproducteur. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus sur la création de richesse qui pouvait être la ligne morale d'une certaine bourgeoisie entrepreneuriale qui pouvait à la limite combattre le marxisme en disant oui, mais nous créons de la valeur ajoutée, de la richesse, nous ne faisons pas qu'exploiter, extraire de la plus-value. Nous aussi produisons de la valeur ajoutée, car on est dans un débat, effectivement, la valeur ajoutée et la plus-value, qui sont finalement un débat moral et d'équilibre. Quid de l'extension de la plus-value, quid de la création de richesse, c'est une question intéressante qui va se poser. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette question était la question, je dirais, morale du capitalisme qui a cessé d'exister, à mon avis, depuis le virage mondialiste, et qui expliquait en gros ce qu'on appelait la France des années 60, des 30 glorieuses, qui était un équilibre création de richesse, extension de plus-value, c'est-à-dire PC communiste et gaulliste main dans la main, qu'on appelait l'exception française, les 30 glorieuses, la planification, le libéralisme et la planification, et ce qu'on appelait l'État-providence, qui était un équilibre de libéral et de social, qui est quelque part, moi en vieillissant, qui vient du marxisme-léninisme, était quelque chose de pas si mal finalement, par rapport à ce qu'on a vécu depuis, qui s'est appelé le néolibéralisme, et qui est en fait une dérive progressive vers le capitalisme purement spéculatif et financier, qui lui est un capitalisme de haut rendement à très court terme, qui ne fonctionne que par la destruction de richesses. Ce qui d'ailleurs produit un effet mécanique évident aujourd'hui qu'on constate au niveau des États-Unis, c'est que ça produit une très grande richesse de gens de moins en moins nombreux et un appauvrissement de plus en plus de la masse, c'est-à-dire d'abord prolétariat puis classe moyenne, parce que c'est un effondrement économique qui ne profite qu'à quelques-uns. Mais aujourd'hui, le pouvoir aux États-Unis, qui est la puissance impériale dominante, étant dans les mains de Wall Street, qui s'enrichit chaque jour un peu plus par le capitalisme financier ultra spéculatif et destructeur, et qui se maintient au pouvoir
on dirait, par la corruption, c'est-à-dire cet argent qu'elle crée en détruisant de la richesse, elle s'en sert pour corrompre les élites politiques représentatives pour qu'elles ne mettent pas un frein à leur domination, produit en fait en termes de rapport de classe quelque chose de très explosif, où il y a, Emmanuel Todd le dit d'ailleurs très bien, de plus en plus de gens, de moins en moins nombreux, qui captent une énorme richesse avec de moins en moins de gens en bas, de plus en plus de gens de plus en plus pauvres. Ce qui se traduit en ce moment par les émeutes que vous avez aux États-Unis, beaucoup moins relayées que l'affaire syrienne dans les médias, mais quand même assez important. Ces émeutes des 1%, des 99% contre les 1%, qui expriment exactement ce nouveau rapport de classe entre l'hyperclasse mondialisée nomade, spéculative, financière, dont s'enorgueillit de faire partie M. Attali. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il suffit de prendre les arguments chez l'ennemi, hein. Il n'y a pas de spéculation là-dedans, il suffit de prendre leurs revendications et leurs spéculations. Et en face, vous avez la horde des gueux, les dominés, les nouveaux serfs du mondialisme, ce qu'on appelait avant les exclus de la croissance, les perdants des restructurations, enfin, on avait des mots comme ça pour nous amener à ce constat. Et là, on est effectivement dans une société ultra-violente, ultra-inégalitaire, tenue par des gens qui se prétendent libéraux, mais là aussi, petite digression, qui sont en fait des oligarchiques intégraux, car là aussi, petite parenthèse, il faut comprendre qu'on subit un double processus croisé, c'est qu'à la fois le monde est de plus en plus libéral au sens idéologique, c'est-à-dire expansion de la logique marchande, qui se répand de plus en plus de la sphère marchande initiale à tout ce qui est au-delà de la marchandise, c'est-à-dire les produits culturels, puis le corps, les organes, l'air. Vous voyez, donc c'est l'extension de la logique marchande, donc ça veut dire que c'est une extension de l'idéologie libérale, mais de l'autre côté, nous ne sommes plus dans le libéralisme de marché, c'est-à-dire une société de concurrence, nous sommes dans une dictature oligarchique de gens qui ont le pouvoir économique en ne respectant aucune loi du marché. Hein, c'est-à-dire, les États-Unis imposent leur domination économique, non pas par leur performance économique sur les marchés, mais par la violence, la violence militaire et, autre chose, toujours pareil, la fausse monnaie dollar. C'est-à-dire qu'ils vous obligent finalement à acheter, d'ailleurs c'est même plus acheter, qu'ils n'ont plus rien à vendre. Ils vous rachètent vos entreprises avec de la fausse monnaie, ils vous empêchent de vendre vos marchandises en interdisant la concurrence. Alors ça se voit très visiblement sur les marchés d'armement, mais après on peut pousser et voir que c'est pareil, ça devient de plus en plus évident dans l'agroalimentaire, ça s'étend de plus en plus. Donc on est dans une société de plus en plus libérale au sens idéologique, c'est-à-dire que tout est marchandise, qui est une société de désacralisation intégrale, et donc de déshumaniation, d'où les réactions religieuses évidentes de gens qui appellent ça le satanisme, ce qui est normal, c'est une religion où le sacré n'existe plus, une religion d'horizontalité et de relativisme intégral, qui est une société qui a été décrite selon ses critères par toutes les sagesses de tout le monde comme une société qui va vers sa destruction et une société de type satanique. Donc ça c'est une évidence, l'extension de la logique marchande à tout et la définition matérialiste du satanisme, hein. C'est la destruction de la morale, ce qui nous amène à une logique par exemple à la fin évidente, il n'y a plus de service public. On paye pour avoir des pompiers si on a moyen de payer, et si vous n'avez pas payé l'assurance pompier, les pompiers ne viennent pas attendre à arrêter l'incendie chez vous. Ce qui pose un problème, même je dirais, de dysfonctionnement collectif, parce que le feu peut se propager à l'immeuble d'à côté. Voilà. Donc après la question c'est, il n'a pas payé sa cotise, mais si on est en d'incendie, ça va cramer l'immeuble d'à côté, mais que lui il a payé. Ce qui veut dire que ce processus libéral intégral est totalement dysfonctionnel sur le plan de la gestion collective. Et ça on le vit chaque jour un peu plus. On l'a vécu avec la privatisation du ferroviaire en Angleterre, et là je viens de parler avec un type de la SNCF en descendant du train. Je dis comment ça se fait que le TGV met 3 quarts d'heure de plus pour arriver qu'il mettait l'année dernière. Il me dit parce qu'on avait privatisé les voies, c'est une catastrophe, elles sont toutes en voie d'effondrement, on est en train de tout racheter en douce, la SNCF rachète toutes les voies, et il y a 2 ans de travail à mort pour pas que les trains déraillent, tellement c'est une catastrophe. Mais ça, vous n'en entendez pas parler. C'est-à-dire que la SNCF est en train de racheter les voies qui avaient été privatisées, ce qui veut dire qu'il y a des dysfonctionnements dans le système libéral qui prouve que c'est, au niveau anthropologique, quelque chose qui est une aberration quand ça devient un plein pouvoir. Voilà. Et si on regarde de l'autre côté, en réalité, nous ne sommes plus du tout en situation de marché. Il est pratiquement impossible de monter une PME, une PMI. Vous êtes étranglé par les impôts. Il suffit de regarder les statistiques de dépôt de bilan de la moyenne entreprise. La classe moyenne s'effondre. Et tout le système de marché aujourd'hui est oligarchique, c'est-à-dire est un privilège de caste qui fonctionne sur la dette obligatoire, le racket monétaire et le racket bancaire, avec les stratégies d'endettement, etc. Et en dernière instance, si vous ne voulez pas vous soumettre, sur la menace par l'armée américaine. Et vu comme ça, on peut comprendre, quand on voit la contradiction de ce système libéral
et ce mensonge libéral, ce racket bancaire et cette violence, que pour aller à l'exemple, les guerres actuellement que l'Empire met en place selon un calendrier et qui ont donné notamment l'écrasement, la destruction de la Libye, quel que soit le jugement qu'on pouvait porter sur Kadhafi, sont aussi des processus militaires pour aller intégrer des forces, des gens qui ont des fonds souverains, parce qu'ils fonctionnaient un peu hors économie bancaire mondialisée, pour aller en fait leur voler leur argent, parce qu'en fait le système bancaire hautement spéculatif financier américain est en voie d'effondrement, c'est une certitude, hein, on réinjecte de la fausse monnaie en permanence pour cacher une faillite, mais plus on injecte de fausse monnaie, moins elle ne vaut quelque chose, donc c'est comme quand il manque un peu de vin dans la barrique, parce qu'on a picolé, on a un peu d'eau, ça peut marcher tant qu'il y a 5% d'eau, mais quand on arrive à 90% d'eau dans une barrique de vin, c'est plus du vin. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans ce problème-là d'une fuite en avant exponentielle de fausses monnaies, dont on sait tous qu'elle aboutit à une pyramide de, je sais pas, on dit de Ponzi ou je sais pas quoi, et qu'on va vers l'effondrement. Et pour ne pas admettre cet effondrement, ou pour survivre à cet effondrement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'était le sujet de ma conférence de Toulon, la guerre. Hein, on déclenche une guerre. C'est ça que nous sommes dans une situation objective d'avant-guerre, parce que la solution à toutes ces aberrations ne peut rien. C'est soit ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, l'aveu de ses mensonges et de ses faiblesses, et c'est les bourgeois de Calais. Ça veut dire que toute l'oligarchie mondialiste avance vers nous en pleurant avec une corde autour du cou, en demandant que pour des raisons morales, on a la gentillesse de les pendre pour qu'ils puissent accéder au paradis. On peut rêver, mais comme ce sont plutôt des adorateurs de Satan, je le dis de façon métaphorique, mais sans doute peut-être moins métaphorique que ça, ils vont nous coller sans doute la Troisième Guerre mondiale, parce qu'ils ont joué à un jeu qu'ils nous ont imposé, ce jeu, ils ont triché, ils sont en train de perdre, et comme ils sont en train de perdre, ils vont casser le jeu comme un enfant mal élevé, quand il voit qu'il est en train de perdre le Monopoly, donne un grand coup de pied dans le jeu de Monopoly. Alors on découvre finalement que ces gens qui se présentent comme le sommet de la civilisation judéo-chrétienne, autre escroquerie, inventée au XIXe siècle, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, il y a une civilisation héléno-chrétienne, mais pas judéo-chrétienne. Et ces gens-là se comportent comme des enfants mal élevés, des voyous, au moment où ils perdent la main, ils perdent le contrôle. Ça me fait penser un peu aux élections françaises en ce moment. Ils ont fait monter un peu Marine Le Pen, comme ils avaient fait pour le père, parce qu'ils en avaient besoin. Elle monte trop haut, ils essaient de lui empêcher d'avoir les signatures, parce que même à ce jeu qu'ils ont imposé et qu'ils contrôlent, quand ils voient qu'ils perdent selon les règles imposées, ben, ils trichent. C'est un monde de tricheurs violents, hein, et d'enfants mal élevés. C'est ça qui est tragique, c'est que finalement, quand on voit un discours d'Ahmadinejad par rapport à Sarkozy, on a une espèce d'adulte qui a au fond de lui, quand il s'exprime, toute la sagesse de la civilisation perse, et en face, on a un petit voyou immature, plein de tics, bourré sans doute de bêta-bloquants. Voilà. Et... on nous explique, à nous, qui sommes quand même le fruit d'un long processus civilisationnel, qui avons étudié quand même les Grecs, l'humanisme français, on nous explique que celui qui représente la civilisation, le bien, le progrès, c'est Nicolas Sarkozy, et que Ahmadinejad est un monstre qui est le nouvel Hitler. Il y a toujours, c'est pas que moi quand on dit Hitler, au milieu donné, il y a Ahmadinejad, enfin, il y a toute une série. Et pour que ce soit crédible, on traduit exprès, entièrement, de manière fallacieuse, le discours d'Ahmadinejad, parce que si on le traduisait correctement, quand les gens lisent le discours correctement traduit, ils adhèrent à tout ce qu'il dit à 100%. C'est ça, c'est la sagesse même, c'est l'humanisme même, c'est l'idéologie, enfin, oui, l'idéologie du partage et de la bonté, enfin, c'est ça qui est hallucinant. Donc voilà, on est dans cette situation-là de domination impériale par des gens qui ont comme livre de référence et de valeur l'Ancien Testament, qu'il faut relire, je vous invite à le relire. C'est un bain de sang et une purification ethnique permanente. Vous voyez, c'est le livre sans doute le plus violent et le plus dégueulasse que vous pouvez lire, à part évidemment, là c'est un autre sujet, il y a sans doute dans l'Ancien Testament, d'abord plusieurs façons de le lire, mais sans doute quelque chose à la fois pré-chrétien et anti-chrétien. Je me base là-dessus sur mes valeurs à moi. Alors il y a les marcionites, les anti-marcionites, donc il y a des gens qui vous disent que l'Ancien Testament est le contraire absolu du Nouveau Testament. De toute façon, moi, en tant que chrétien catholique, mes valeurs, c'est le Nouveau Testament, de toute façon, donc ça ne me pose pas de problème. Et il y a des gens qui vous disent qu'il est forcément vrai, qu'il y a quelque chose de pré-chrétien dans l'Ancien Testament, et quelque chose d'anti-chrétien dans l'Ancien Testament. Alors que soit ça cohabite de manière, je dirais, synchronique, c'est-à-dire c'est tantôt pré-chrétien, tantôt anti-chrétien, c'est-à-dire qu'on a Jérémie qui serait pré-chrétien dans ses sorties, puis d'un seul coup on a Ézéchiel qui serait très anti-chrétien, Isaïe qui serait tantôt pré-chrétien, tantôt anti-chrétien,
Et c'est vrai qu'il y a tout ça dans l'Ancien Testament, car je crois que dans les textes religieux, il y a souvent à boire et à manger et la chose et son contraire, ce qui permet d'ailleurs d'avoir réponse à tout très longtemps. Hein. C'est une facilité. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Christ est là pour nous dire comment on doit lire l'Ancien Testament. Sans doute d'ailleurs que le prophète Mohammed est là pour nous dire aussi comment on doit le lire. Mais les Juifs actuels lisent l'Ancien Testament comme le Talmud doit leur dire. Et cette lecture talmudique de l'Ancien Testament n'amène pas vers le partage, l'amour et la fraternité. C'est un projet de domination politico-terrestre qui doit s'accomplir à partir d'une terre qui est promise, ce qui veut dire que ce n'est pas la terre des ancêtres, c'est la terre promise. Déjà, on l'apprend à quelqu'un d'autre. Hein. Elle est promise. Pas la terre des ancêtres. Justement, c'est pour ça qu'il faut déjà bien revenir à ça. Donc, terre promise, et on règne sur l'humanité à partir, effectivement, en tant que peuple élu ou choisi, ce qui est la même chose. Dieu vous a choisi pour régner sur les nations, dissoudre les nations et les détruire. Alors c'est tantôt pour leur bien, tantôt pour les réduire en esclavage, parce que c'est mérite que d'être des esclaves, ça dépend comment on nous vend la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un projet où vous, dans l'histoire, si vous ne faites pas partie de cette coalition d'élus, qu'on appellerait la coalition des chrétiens sionistes aujourd'hui, de cette coalition impériale, le destin est quand même pour vous de vous soumettre, de fermer votre gueule, d'obéir, que ce soit pour votre bien ou pour votre mal. De toute façon, vous n'avez pas le premier rôle dans le film. Hein. Vous faites un peu la figuration, et dans la figuration du film, vous portez plutôt l'uniforme allemand. Vous êtes quand même là pour faire celui qui perd à la fin. Quoi. Donc ça, c'est cette question, effectivement, des valeurs. C'est-à-dire que nous sommes sur un projet de domination mondiale qui s'appuie sur une lecture terrestre, raciale, suprémaciste, belliqueuse, haineuse, violente de l'Ancien Testament, qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres lectures, et qui, pour le moment en tout cas, prétend soumettre la totalité du monde qui avait lu le même livre, ce qu'on appelle les gens du livre, et qui est le monde post-méditerranéen abrahamique, qui est ce qu'on appelle le monde occidental. Et nous sommes, je dirais, dans la séquence finale de cet accomplissement de ce projet biblique, je vous dis, par deux vecteurs, par deux moyens qui sont la logique, le prêt bancaire obligatoire et la logique de la dette permanente. Vous devez toujours devoir de l'argent en permanence et votre soumission passe par la dette. Et la domination militaire, c'est-à-dire l'alliance de Wall Street et du lobby militaro-industriel américain. Et là, on a fait un résumé complet. Vous avez le programme et le projet, c'est l'Ancien Testament, lu par ceux que je lis. Vous avez les moyens, la carotte qui est le prêt à intérêt, ce qui veut dire le crédit, c'est la carotte, et le bâton, US Army. Et quand vous avez cette vision-là, vous comprenez à peu près tout ce qui se passe en ce moment de manière très visible, parce que accélérée, parce qu'on est à la fin d'un cycle, donc les choses se voient de plus en plus et vont de plus en plus vite et sont de moins en moins cachées. Et de ce point de vue-là, je dis que vous pouvez réfléchir à où vous avez envie de vous situer, soit en fonction d'une origine communautaire, je ne sais pas, raciale, etc., soit en fonction, ce qui m'intéresse plus, de critères moraux. Hein. Parce que vous pouvez dire, ben moi, de toute façon, je suis américain, je fais partie de la classe moyenne supérieure, je suis plutôt un gagnant de la mondialisation, je vais jouer ça, je vais faire HEC, machin, et je vais finir, je vais faire un master aux États-Unis, et je vais faire ce qu'on appelle suer le burnous, quoi, c'est-à-dire, et je vais me faire une vie agréable. Alors après, c'est un problème de comment peut-on avoir une vie agréable quand on est seul et qu'on jouit uniquement de faire souffrir les autres. Ça, c'est des questions, mais chacun y répond comme il peut. Mais ça ressemble beaucoup au monde du point VIP, du spa, et ça ressemble beaucoup à Genève. Genève au mois d'août. Soit on se dit, bah, je suis membre du peuple élu, je suis né comme ça, ma maman m'a dit qu'il fallait que je le fasse, je le fais. Et là on s'appelle Arnaud Klarsfeld. Bien que sa maman soit fils d'officiellement, c'est grave. Là c'est pour ça qu'il a un peu des filles qui se touchent, comme on dit. Mais bon, on peut dire, voilà, je suis du peuple élu, c'est ma mission, Dieu l'exige, machin, donc on fait son truc, on accomplit son projet de domination. Voilà, et on peut aussi dire, voilà, moi je suis un humilié palestinien qui a volé sa terre, je me bats pour essayer de la reconquérir, on a d'autres trucs. Et puis aussi, quand on est des gens comme nous, qui finalement ont le choix, parce qu'on est du petit bourgeois français blanc, du petit bourgeois suisse, c'est-à-dire en conscience, en fonction de critères moraux qu'on m'a appris, et qui semblent faire la distinction entre le bien et le mal, le haut et le bas, le juste et l'injuste, et qui sont ce que j'appelle moi les valeurs helléno-chrétiennes, c'est-à-dire la charité, l'amour chrétien,
et le logos grec, c'est-à-dire la logique, qui sont deux universaux, c'est-à-dire l'universaux de l'amour et de la charité, et l'universel de la discussion possible par la pensée logique partagée, hein, c'est-à-dire la logique d'Aristote, parce que si on n'est pas dans la logique partagée, c'est-à-dire si on discute sans admettre qu'il y a des règles fondamentales de ce qui est logique et de ce qui ne l'est pas, on tombe dans des batailles de sophistes, et dans ce que certains appellent d'ailleurs le pile-poule, c'est-à-dire la casuistique dialectique, ce que Schopenhauer appelle l'art d'avoir toujours raison, c'est-à-dire le mensonge, dont le plus grand champion actuel est Bernard-Henri Lévy, on sait qu'il veut avoir un exemple, la guerre sans l'aimer, le mensonge sans l'aimer, le vol sans l'aimer, la mort sans l'aimer, et ta sœur, enfin voilà, ouais, sans l'aimer, mais tu le fais quand même de A à Z. Voilà. Qu'est-ce que ce serait si tu l'aimais? Donc l'escroquerie, ce qu'on appelle l'escroquerie, dont on voit les représentants en chef en France, Attali, chacun dans son secteur, hein, Minc, l'escroc de l'économie, l'escroc de la géostratégie. Et ce qui est très problématique actuellement, et je le dis, c'est qu'il y a beaucoup de juifs chez ces gens-là. Ce qui est très embêtant pour ce que j'appelle les juifs du quotidien, qui sans doute ne sont pas spécialement impliqués, mais qui sont entraînés là-dedans. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est comment faire le distinguo entre ces élites qui se réclament une lecture de l'Ancien Testament entièrement belliqueuse, raciale et dominatrice, et qui systématiquement dans leur vie de tous les jours immergés chez nous, se comportent exactement à l'inverse de tout ce qui fait un honnête homme. Comment cela ne peut-il pas avoir de conséquences sur ce qu'on appelle la question de l'antisémitisme? Et quelles sont les causes de l'antisémitisme? Vous voyez, il y a un petit con là qui a écrit un article, il n'a pas trouvé, il n'est pas bien le fond du sujet, effectivement, il y a un gros problème en ce moment, et on y répond en me virant de l'université de Genève, en disant que je suis un gaucho macho à la dérive. Je pense que je suis un intellectuel honnête, qui fonctionne selon les critères du logos grec et de la charité chrétienne bien comprise, donc je m'inscris dans la pure tradition humaniste française, je me sens, de ce point de vue-là, parfaitement français, et au nom de ces valeurs qui sont universelles au sens où nous l'entendons, car elles sont celles, on va dire au moins de l'Occident chrétien, et elles sont, je l'ai vérifié, partagées par les musulmans, car il y a strictement les mêmes valeurs dans le Coran qu'il y a dans les évangiles, j'avais pu le vérifier, je l'entends sur moi, je le lis à chaque fois dans le train, voilà, c'est les mêmes valeurs. Et bien, au nom de ces valeurs-là, qui condamnent l'usure, d'ailleurs, comme par hasard, qui condamnent les prêts intérêts sur lesquels il ne peut pas y avoir d'épopée bancaire et de logique de la dette, au nom de ces valeurs partagées, en mon âme et conscience, je me dis que le combat à mener est forcément du côté des résistants à l'Empire, que du côté, je dirais, du processus impérial. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un combat fraternel avec les données, à soutenir plutôt Ahmadinejad, à espérer que le régime syrien ne s'effondre pas, non pas parce que je suis amoureux du bassisme de Mehdi Hassan, mais parce que je pense que le destin de l'homme moyen syrien, si ça allait jusqu'au bout, serait ce qu'ont vécu depuis 15 ans les Irakiens et ce que sont en train de vivre aujourd'hui les pauvres Libyens, qui était le pays qui avait le plus haut niveau de vie d'Afrique et qui a sombré dans un chaos permanent par la faute, je le dis bien, de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même passé au-dessus de Juppé pour déclencher une guerre. Et donc il a bien dit, à Ruth El-Kriev, qui ne comprenait pas tout, moi qui suis un ami inconditionnel d'Israël, je te le dis, Ruth, c'est bon pour Israël. Et là, je m'adresse à certains salafistes belges qui ne comprennent pas tout. Quand Bernard-Henri Lévy dit que de donner le pouvoir à des soi-disant islamistes qui sodomisent et assassinent un leader politique en criant Allah Akbar, et quand il vous dit que c'est bon pour Israël, le bon musulman intelligent doit se poser des questions de savoir dans quel camp il faut qu'ils se battent, ou au moins qu'ils s'abstiennent d'être sur la photo. Parce que je ne pense pas que ça va l'aider beaucoup dans les temps à venir, quand on comprend que la domination impériale, ayant besoin pour accomplir son projet, qui est un projet de souffrance et de domination, de trouver comme un bouc émissaire un responsable à tout ça, il est évident que le responsable officiel vendu par les médias ne sera pas la coalition, je dirais, de la coalition judéo-protestante de nos dominateurs américano-sionistes. Ce n'est pas eux qui seront montrés du doigt. Ça sera par contre certains barbus qu'on est en train de recruter et d'armer en ce moment via l'argent du Qatar dans nos banlieues parisiennes. Ceux-là, on est en train de les former pour qu'effectivement on puisse, quand le français qui sera transformé en grec, vous voyez, gréquisé jusqu'au bout, cherchera où déverser sa saine colère, je pense que là, d'un seul coup, on lui sortira une petite bande de barbus qui vendent encore du shit il y a 2 ans, après leur a vite collé une djellaba et une fausse barbe, et qui malheureusement, vu leur niveau d'éducation, de colère, et les manipulations et l'argent, qui avait la corruption, toujours pareil, seront très contents sur des petites vidéos filmées avec des portables, comme on sait très bien le faire en Syrie et en Libye, seront très
très bien faire, crier à la barre en égorgeant un ou deux Français de souche en pantoufles, pour être sûr que la colère populaire bascule bien dans le camp qu'il faut, et qu'elle soit bien déviée de sa, comment dirais-je, de sa destination légitime. Et je pense que nous sommes à l'avant-veille, peut-être même à la veille de tout ça. D'où, pour moi, l'urgence, effectivement, de faire de la pédagogie, c'est ce que je viens de faire, et maintenant de la discussion, puisque j'attends vos questions. Merci.